vous avez suivi, j'imagine, les différentes recommandations de l'ordre, qui n'est pas une autorité réglementaire, mais qui a pris des recommandations, dans un premier temps, pour venir fermer les cabinets, qui d'ailleurs s'est illustré par en quelque sorte une originalité sur ce point-là, puisque les autres ordres, que ce soit l'ordre des médecins, dentistes, infirmiers, n'ont pas pris les mêmes dispositions. Il y a eu ensuite une évolution, je crois en date du 24 avril, avec des nouvelles recommandations qui indiquaient qu'il était possible de réouvrir les cabinets en suivant des recommandations sur le plan de l'hygiène, de la sécurité, etc., afin de garantir la santé des patients qui viennent se voir délivrer des soins dans le cabinet des praticiens. Alors ça, ce sera abordé tout à l'heure, je crois, par Camille. Mais simplement pour répondre à la question, quelle est la force normative de ces recommandations? Pour faire simple, c'est ce qu'on appelle du soft law et en français du droit mou. C'est en quelque sorte des directives ou un peu l'équivalent d'une circulaire, vous connaissez peut-être cette notion, qui en fait a pour but de guider les praticiens, un peu comme les recommandations de la HAS, peut-être qu'ils sont mieux connus des praticiens, mais qui n'ont pas une valeur normative directe. C'est-à-dire qu'elle s'inclut dans un amalgame de dispositions que l'on peut appeler des données acquises avérées de la science, dans un certain cadre, mais on n'est pas sorti d'affaire, puisqu'il y a l'ombre portée de la sanction disciplinaire qui fait que l'ordre des kinés, qui n'avait pas la possibilité de prendre des dispositions réglementaires, peut quand même indirectement faire peser une menace sur le kiné qui se dirait, bon, finalement, ces recommandations, elles valent ce qu'elles valent, je ne vais pas forcément les suivre, par des poursuites disciplinaires. Et il aura dans ce cadre-là la possibilité de se rattacher à des articles du code de déontologie pour venir demander la condamnation d'un kiné. Alors si je fais juste un petit crochet sur ces articles du code de déontologie, il y a ce qu'on appelle des articles balais. Ça, c'est quand l'ordre ne sait pas comment faire pour condamner un praticien, ils utilisent ces articles. L'article, c'est l'article balai, c'est par exemple l'article 54 du Code de déontologie. C'est le masseur kinésithérapeute respecte en toutes circonstances les principes de bonne moralité, de probité, etc. On a quand même des dispositions qui sont plus précises dans le Code de déontologie, et je pense que si l'ordre devait essayer de sévir à l'encontre de praticiens qui s'écarteraient de ces recommandations, ils pourraient les utiliser. Les premières, c'est l'article 63 qui indique que le kiné apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé. Donc ça, on est déjà dans un article un peu plus large, mais on s'approche du sujet. On a ensuite l'article 80 qui nous indique, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer aux patients des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science. Alors on pourrait imaginer un raisonnement de l'ordre qui consisterait à dire, aujourd'hui, les données acquises et actuelles de la science, c'est les mesures barrières. On en parle un peu partout, dans tous les pays du monde, donc c'est quelque chose qui est acquis et qui doit être maîtrisé et garanti par le praticien pour ses patients. On a aussi l'article 88 qui nous indique que le masseur kinésithérapeute s'interdit de faire courir aux patients un risque injustifié. Là encore, on pourrait imaginer un raisonnement de l'ordre qui dirait, compte tenu du fait que vous vous êtes écarté de nos recommandations, vous avez fait courir aux patients un risque injustifié. On a aussi des dispositions qui concernent plus particulièrement les locaux parce qu'il y a des dispositions dans les recommandations de l'ordre qui s'intéressent directement aux locaux, et on en parlera tout à l'heure. Et là, c'est l'article 114 qui nous indique, je prends les passages qui sont les plus pertinents, le masseur kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, alors il faut protéger le secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique. Alors, il y a aussi ensuite des dispositions sur le domicile du patient, où il faut aussi respecter les conditions sanitaires. Il veille notamment en tant que besoin à l'élimination des déchets infectieux, donc ça aussi c'est pareil, il faudra le prendre en compte, et il veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Tout cela pour vous dire que on pourrait venir dire les recommandations de l'ordre, ça vaut peanuts, c'est du droit mou, c'est finalement leur avis, et l'ordre des kinés, c'est pas le Premier ministre, c'est pas même le ministre de la Santé, et c'est encore moins le préfet, ni l'ARS. Cela étant,
leurs recommandations ont une force qui est renforcée par le fait qu'ils ont le pouvoir par ailleurs, et dont ils pourraient être tentés d'user, d'appliquer une sanction disciplinaire si jamais ils identifiaient une violation déontologique. Et je dois dire qu'à la lumière de ces quelques articles que j'ai piochés dans le code de déontologie, mais on pourrait en imaginer encore d'autres, hein, on pourrait imaginer des sanctions disciplinaires. Ce qui en quelque sorte devrait porter les kinés à avoir une attention toute particulière sur ces recommandations. Mais je tiens toutefois à préciser que ces recommandations, même si elles sont dans le droit souple et qu'elles ne constituent pas directement une norme, le Conseil d'État a déjà accepté la possibilité de les attaquer dans la mesure où lorsqu'elles disposent de manière catégorique ou impérative et qu'elles ont pour nature, ou en tout cas pour objet ou pour effet, de venir changer le comportement, et en tout cas de guider le comportement des professionnels, ceux-ci, s'ils estimaient que ces recommandations ne sont pas adaptées, comme ils auraient pu le faire probablement au moment où l'ordre a décidé la fermeture des cabinets. Je pense qu'il eût été possible d'attaquer cette recommandation devant le juge administratif en lui indiquant que c'était contraire à différentes libertés fondamentales. Et je pense que le praticien qui aurait décidé d'attaquer cette recommandation aurait eu des chances sérieuses de l'emporter, parce que si on compare aux autres ordres, et si on compare aux autres jurisprudences qui sont venues sanctionner des dispositions prises par des maires qui ont voulu aggraver finalement les mesures de protection par rapport à celles qui ont été décidées par le gouvernement, on peut imaginer qu'on aurait obtenu une annulation. Alors d'ailleurs, dans ce cadre-là, on a eu des discussions, hein, parce que l'ordre, il faut quand même imaginer que ce n'est pas homogène. Il y a des personnes dans l'ordre qui n'étaient pas d'accord pour recommander cette fermeture, qui d'ailleurs sont venues nous dire, sous le sceau du secret, en nous donnant quelques comptes rendus, disons des discussions internes, et qui n'auraient pas été contre effectivement ce type d'action pour en quelque sorte valider leur opinion qui n'a pas été retenue par le Conseil national de l'ordre. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour de votre question. J'ai été obligé de faire un petit détour parce que sous l'apparence d'une simplicité, c'est finalement une question qui est assez compliquée, disons, d'un plan juridique. Mais si je dois résumer, non, l'ordre ne prend pas des dispositions qui sont directement normatives, mais indirectement par le jeu de la menace de la sanction disciplinaire, finalement, le kiné est forcé de les prendre en compte dans son comportement, s'il ne veut pas être poursuivi disciplinairement. Très bien, maître. Je voulais passer également à qui est responsable dans un cabinet du respect des règles d'hygiène. Donc, est-ce les titulaires, les assistants, qui doivent fournir le matériel? Les assistants doivent-ils l'amener eux-mêmes? Est-ce que c'est les titulaires qui doivent l'acheter pour les assistants? Voilà, donc un petit peu la problématique. Alors, si j'enchaîne sur cette question, c'est d'ailleurs une question qui se pose assez couramment, mais dans un autre contexte.